Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur RAL24 News. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Dans la bande de Gaza, le bilan des martyrs palestiniens s'élève désormais à plus de 70 000, tandis que le nombre de blessés dépasse les 171 211 dans les tentes de Khan Younes. Les Palestiniens continuent de lutter contre le froid hivernal dans des conditions humanitaires extrêmement difficiles. En Somalie, l'Union africaine condamne la reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland. Dans le même contexte, au sein de la Ligue arabe, le Maroc s'est abstenu de dénoncer ces manœuvres sionistes en Somalie. Au Venezuela, les autorités annoncent que le port et la raffinerie fonctionnent normalement, et ce, malgré le blocus américain. Et puis en football, CAN 2025, Algérie-Burkina Faso, un match décisif pour les Verts, avec à la clé un enjeu majeur, une place pour les huitièmes de finale. Bonsoir, bienvenue à Gaza. La liste des martyrs ne cesse de s'allonger jour après jour. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande s'est alourdi ce dimanche, atteignant les 70 945 martyrs et 171 211 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 12 martyrs ainsi que 7 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, précise la même source. Le bilan des morts dans la bande de Gaza ravagée par la guerre s'est alourdi à 414 morts et 1142 blessés depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 11 octobre. Selon les autorités sanitaires de Gaza samedi, au cours de ces dernières 48 heures, 29 corps ont été transportés dans les hôpitaux de Gaza, dont 4 décès récemment signalés et 25 personnes récupérées dans les décombres. Khan Younes, dans la bande de Gaza, les intempéries et les fortes pluies affectent durement cette enclave dévastée par la guerre, laissant de nombreuses personnes aux prises avec les inondations dans leurs tentes. Les autorités de Gaza avaient averti au début du mois que d'autres bâtiments endommagés par la guerre pourraient s'effondrer en raison des fortes pluies qui s'abattent sur l'enclave palestinienne dévastée. Le vent était très fort cette nuit-là. Toute la bâche s'est envolée et la tente s'est déchirée. Et nous voilà à essayer de trouver un abri. Les gens détestent l'hiver maintenant. Avant, en été, ils disaient qu'il faisait très chaud sous la tente. Mais la chaleur est préférable à ce froid hivernal. En été, on pouvait sortir, se déshabiller, retrousser ses manches et partir. Mais maintenant, c'est impossible. Les couvertures et les matelas sont trempés. Il n'y a rien pour se réchauffer. Comme vous pouvez le voir, tout est en bois et en toile. Vous pouvez filmer ici, c'est entièrement en toile. On fait ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on a comme moyen. Bien sûr, pendant plus de 2 ans de guerre, on récoltait autant d'argent que possible. Mais maintenant, il n'y a plus d'argent, ni de tente, ni de bâche. La tente s'est effondrée 6 ou 7 fois. Le bois lui-même s'est fragilisé avec l'eau, l'humidité et le sable. Il ne reste plus rien. Dieu soit loué. Même une légère brise peut tout faire s'écrouler. L'art comme exutoire. Sarah, une jeune artiste de 15 ans, en a fait sa thérapie. Originaire de Beit Lahia, dans le nord de Gaza. Elle exprime à travers son art, ses tableaux, les souffrances des Gazaouis depuis 2 ans, la mort, la faim, le manque de ressources, l'éducation sont les sujets de ces toiles. En plus de détails avec Souhila Kalal. Sur le toit de sa maison à moitié détruite, avec un camp de tente en toile de fond, les mains de Sarah peignent des tableaux. Des œuvres sur lesquelles cette jeune artiste retranscrit les émotions qui la traversent et les dures conditions de vie qui l'entourent et que tous les Gazaouis sont condamnés à vivre. Je peins les expériences que j'ai vécues et les choses que je vois. Je peins le camp, notre vie quotidienne. J'ai beaucoup de tableaux sur la famine. Mes œuvres expriment la réalité que nous vivons.
Pour dessiner et peindre ses toiles, Sarah n'a pas toujours trouvé le matériel qu'il lui fallait. Coupée du monde, dans une enclave dévastée, elle a dû faire preuve d'imagination et d'ingéniosité pour pouvoir continuer à exprimer ses émotions à travers ses dessins. Son carnet de croquis rempli de dessins au fusain en est la preuve. Je peine à trouver les fournitures dont j'ai besoin pour peindre, ils sont indisponibles. En tant que peintre de Raza, je rencontre beaucoup de difficultés. Durant le génocide, mon père me fabriquait des toiles pour dessiner avec des morceaux de bois et du tissu, et j'utilisais les cendres pour dessiner. L'éducation est un des sujets de prédilection de Sarah. Privée d'école depuis 2 ans, elle espère pouvoir reprendre rapidement sa scolarité. Mes dessins sont mes armes. J'essaie de faire passer mon message à travers mes tableaux qui sont inspirés de la réalité et des tentes qui m'entourent. Ma dernière toile parle d'une jeune fille qui vit dans une tente et qui rêve de finir ses études, mais les choses ne sont pas faciles, car il n'y a plus d'école à Raza. Ça fait 2 ans que nous sommes privés d'études. Malgré des conditions difficiles et l'absence de ressources essentielles à la vie quotidienne, les artistes de tous âges à Raza trouvent dans l'art un moyen d'exprimer leur souffrance et de transmettre leur mal-être et leur réalité au reste du monde. Des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut hier l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds, occupée sous la protection de la police d'occupation sioniste, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée ont effectué des rituels et des danses talmudiques, a précisé Wafa, citant des sources locales. 3e lieu saint de l'islam, la mosquée d'Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et soldats sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d'Al-Quds, imposer une nouvelle réalité, changer l'identité culturelle de la ville sainte. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'un projet de loi portant amendement constitutionnel, technique et de 2 projets de loi organique relatifs au régime électoral et aux partis politiques, indique un communiqué de la présidence de la République. L'Union africaine condamne la reconnaissance par l'entité sioniste du territoire du Somaliland. L'un des États de la République fédérale de Somalie, a indiqué le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, dans un communiqué. L'Union africaine réaffirme son attachement indéfectible à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie, souligne le communiqué. La reconnaissance du Somaliland comme territoire indépendant par l'entité sioniste a fait couler beaucoup d'encre et fait lever des voix. Les vives condamnations ont fusé de partout. Les pays arabes ne sont pas en reste. 21 ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur vif rejet et de cette énième manœuvre sioniste visant à déstabiliser la région tout entière. Souila Kelal. Après avoir mis le feu au Moyen-Orient en bombardant Raza, le Liban et l'Iran entre autres, l'entité sioniste se permet aujourd'hui de mettre son nez en Afrique en reconnaissant la région du Somaliland comme État indépendant. Une manœuvre malsaine qui ne passe pas. Les ministres des Affaires étrangères de 21 pays arabes et musulmans dont l'Algérie ont condamné fermement cette reconnaissance en violation flagrante des règles du droit international et de la Charte des Nations Unies. Un acte qui reflète tout bonnement le mépris manifeste et total de l'entité sioniste pour le droit international. Cette mesure de reconnaissance pourrait avoir des répercussions sans précédent sur la paix et la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge, ainsi que de graves retombées sur la paix et la sécurité internationale. C'est dans ce sens que les 21 pays arabes ont réaffirmé le soutien total à la souveraineté de la République fédérale de Somalie et le rejet de toute mesure susceptible de compromettre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Somalie sur l'ensemble de son territoire. Précisons que la reconnaissance de l'indépendance de parties du territoire d'un État constitue un précédent dangereux et une menace pour la paix et la sécurité internationale, ainsi que pour les principes établis du droit international et de la Charte des Nations Unies.
Les ministres des Affaires étrangères de 21 pays arabes et musulmans, dont l'Algérie, ont exprimé le rejet catégorique de la déclaration de l'entité sioniste reconnaissant la région du Somaliland comme État indépendant, condamnant fermement cette reconnaissance en violation flagrante des règles du droit international et de la Charte des Nations Unies. Dans le même contexte, au sein de la Ligue arabe, le Maroc s'est abstenu de dénoncer ces manœuvres sionistes en Somalie. Somalia, a country that is on the African continent. Les deux chambres du Parlement fédéral somalien se réuniront dimanche, ou se sont réunies dimanche en session extraordinaire d'urgence afin d'adopter une résolution condamnant la reconnaissance par l'entité sioniste du territoire du Somaliland, ont rapporté des médias somaliens citant des sources officielles. Selon les mêmes sources, le président Hassan Sheikh Mahmoud devrait prendre la parole devant le Parlement le 26 décembre. L'entité sioniste avait pris une décision de reconnaître le territoire du Somaliland, ce territoire considéré par la communauté internationale comme une région de la Somalie. Et parmi les pays ayant condamné la manœuvre sioniste, le Maroc manque à l'appel. Il faut dire que le Royaume se distingue par ses positions hostiles à l'unité du continent africain au profit d'intérêts géopolitiques étroits et contraires aux valeurs des nations arabes et africaines. Khaireddine Batache. Depuis la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, le Maroc poursuit une fuite en avant diplomatique qui l'éloigne de plus en plus des principes d'unité, de solidarité et de non-ingérence défendus par les nations arabes et africaines. Le Royaume apparaît désormais comme un relais complaisant de manœuvres portant atteinte à la paix et à la sécurité régionale. Dernier épisode en date, le refus du Maroc de condamner les agissements de l'entité sioniste en Somalie lors de la récente réunion extraordinaire de la Ligue arabe. Une opposition qui, loin d'être isolée, illustre une constante. Chaque fois qu'il est appelé à contribuer au resserrement des rangs africains face aux menaces extérieures, Rabat choisit la dissension et le silence complice. Par cette posture, le Maroc confirme son alignement sur des agendas étrangers aux intérêts du continent africain. Les intentions de l'entité sioniste dans la région de la Corne de l'Afrique sont pourtant claires et largement documentées. En s'inscrivant dans cette dynamique, le Royaume prend le risque de fragiliser l'unité territoriale et la souveraineté d'un pays pivot de la région, la Somalie. Cette attitude est le prolongement direct des engagements pris par le Maroc dans le cadre des accords de normalisation, dits accords d'Abraham, qui lient sa diplomatie à une obligation tacite de ne jamais remettre en cause les politiques de l'occupation sioniste. Une allégeance politique qui se traduit sur le terrain africain par un soutien implicite aux stratégies de déstabilisation et d'ingérence. Le dossier somalien constitue à cet égard un cas emblématique. Il révèle une stratégie consistant à cautionner, ne serait-ce que par le silence, les manœuvres contraires aux principes fondateurs de l'Union africaine, unité, intégration continentale et rejet des influences extérieures, une stratégie portée par l'entité sioniste et relayée par certains de ses nouveaux alliés issus de ces accords d'Abraham. Après la Palestine et Gaza qui subissent depuis des décennies les conséquences de ces alliances, c'est aujourd'hui une nation africaine qui se trouve exposée à une nouvelle tentative de division. D'autant plus que dans le même temps, les ports marocains continuent d'accueillir des navires transportant des cargaisons d'armes destinées à alimenter un génocide en violation flagrante des principes humanitaires les plus élémentaires. Déjà en 2021, le Maroc s'était illustré en soutenant l'octroi du statut d'observateur à l'entité sioniste au sein de l'Union africaine, malgré l'opposition ferme de plusieurs États membres, dont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, en se refusant de joindre sa voix à celles qui défendent l'unité et la souveraineté de la Somalie, le Royaume persiste dans une orientation politique aux relents néocoloniaux et expansionnistes. Le Maroc, en somme, le Maroc ne rate jamais une occasion de trahir l'Afrique. Plus de 200 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide dans 3 districts de l'ouest du Soudan, annoncé dimanche l'ONG Union des médecins soudanais. Selon le personnel médical, plus de 200 personnes, dont des femmes et des enfants, dans les districts d'Ombro, de Sarba et d'Abou Kamra, ont été victimes des forces de soutien rapide. Il s'agit d'une violation flagrante du droit humanitaire et international, a souligné l'ONG.
Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche matin pour élire un nouveau président lors des premières élections du pays depuis le coup d'État de 2021, dans un contexte d'opposition affaiblie. Commentaire de Maria Chouyer. Devant les bureaux de vote de Conakry, l'attente est longue. 4 ans sans scrutin, 4 années de tension politique. Et aujourd'hui, enfin, les Guinéens patientent pour voter. Depuis le dernier vote, la Guinée a traversé une période de profonde crise. Manifestations, violences politiques, transition militaire. Le processus électoral avait été suspendu, laissant le pays sans échéance démocratique. Ce scrutin a donc été très attendu. Il marque une étape clé vers un retour à l'ordre constitutionnel après des années d'instabilité. Nous voulons de bonnes choses, de bons projets, quel que soit le président élu, qu'il ait pitié des citoyens, quel qu'il soit bon envers le peuple, car le peuple souffre. Cela ne fait aucun doute. J'ai pu voter pour montrer que je suis citoyen libre en Guinée. Donc j'ai voté en tant que citoyen libre en Guinée. Donc la vote quand même, ça se roule très bien. Et on remercie bon Dieu que c'est la manière que ça a commencé très bien, que ça se termine très bien. Dans les files d'attente, beaucoup se sentent déjà soulagés. Ils sont nombreux à saluer l'organisation du scrutin. Et dans l'attente d'un retour à l'ordre constitutionnel, chaque bulletin glissé dans l'urne compte. Tous les Guinéens doivent voter. Aujourd'hui, c'est le jour du vote. Vous en avez le droit, alors votez pour la personne que vous voulez. Comme on dit, et il ne se passera rien, personne ne doit avoir peur. Tout au long de la journée, les bureaux de vote sont restés ouverts pour permettre aux électeurs d'exprimer leur choix. De 7h du matin jusqu'à 18h, près de 7 millions de Guinéens se sont rendus dans les bureaux de vote pour choisir entre 9 prétendants, dont le général Doumbouya, qui semble assuré de gagner dès le premier tour face à des candidats peu connus du grand public. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a voté dimanche 28 décembre alors que le pays, chroniquement instable, organise des élections nationales dans un contexte de défis sécuritaires persistants. Je vois que les Centrafricains sont venus nombreux accomplir leur devoir civique, leur devoir de citoyen. Ce qui est une bonne chose pour notre jeune démocratie. Et je les encourage, comme je l'ai fait dans mes propos à la nation et aussi pendant toute la période de la campagne. Les électeurs du Kosovo ont voté ce dimanche lors d'élections législatives anticipées qui déterminent si l'impasse politique paralysante qui a secoué le pays des Balkans pendant une grande partie de cette année prendra fin ou se prolongera l'année prochaine. Le scrutin a été programmé après que le parti au pouvoir du Premier ministre Albin Kurti, Autodétermination, n'ait pas réussi à former un gouvernement malgré avoir remporté le plus grand nombre de voix lors des élections du 9 février. J'appelle tous les citoyens du Kosovo à exercer leurs droits et à saisir cette occasion pour élire la 10e législature de notre pays. Je tiens à souligner que la campagne s'est déroulée dans le calme et de manière constructive. Et je remercie tous les citoyens qui y ont participé pour leur patience et leur attention. Par ailleurs, je tiens à insister sur le fait qu'une participation citoyenne plus forte est synonyme d'un choix plus éclairé quant à la composition du prochain Parlement et renforce la légitimité de nos institutions. Dès que les résultats des élections seront connus, nous mettrons tout en œuvre pour adopter au plus vite une constitution parlementaire et former un nouveau gouvernement. Les étudiants protestataires des universités serbes ont collecté des signatures pour soutenir leur demande d'élections législatives anticipées. Bravant le froid glacial, les étudiants ont installé près de 500 stands dans des dizaines de villes et de villages de ce pays des Balkans où les habitants se relayaient pour signer leur soutien. Des jeunes manifestants ont été à l'avant-garde d'un mouvement national contre les autorités en place.
Je pense que les élections auront certainement lieu l'année prochaine. Et plus elles seront convoquées tard dans l'année. Puis il est probable que le gouvernement tombe, car nous constatons chaque jour que le soutien au gouvernement diminue, tandis que le soutien aux étudiants augmente. Je suis arrivé tôt ce matin parmi les premiers pour signer la pétition organisée par ces jeunes. Je trouve l'idée magnifique et je pense que ces nouvelles formes de lutte prouvent ce que je crois depuis longtemps. Ce mouvement étudiant est incomparable aux luttes précédentes contre ce gouvernement. Il est authentique, nouveau et différent de tout ce qui a été fait dans le passé. L'objectif de l'action d'aujourd'hui est de montrer l'ampleur du soutien au mouvement étudiant. Les gens viennent déposer leurs signatures, bien sûr, volontairement, ainsi que certaines de leurs informations, afin que nous puissions ultérieurement les tenir au courant de nos prochaines étapes et actions. La Birmanie a lancé ses élections générales de 2025 avec la première phase qui s'est tenue ce dimanche. Les élections générales sont prévues en 3 phases, la deuxième étant fixée au 11 janvier 2026, suivie de la troisième le 25 janvier. Le scrutin couvrira un total de 692 circonscriptions. À travers le pays, environ 5000 candidats issus de 57 partis politiques sont en lice. Les dernières élections générales en Birmanie se sont tenues en novembre 2020. La Chine continuera de mettre en œuvre une politique budgétaire plus proactive en 2026 afin de soutenir et de renforcer la croissance économique, selon la conférence nationale sur le travail budgétaire qui s'est tenue à Pékin de samedi à dimanche. La réunion a appelé à des mesures plus strictes en 2026 afin de mieux exploiter le rôle des obligations d'État et d'améliorer l'efficacité des transferts sociaux. Des manifestants se sont rassemblés à Tokyo pour protester contre le budget de la défense record du pays et exiger du gouvernement dirigé par la première ministre Sanae Takaichi qu'il freine l'expansion militaire. Le projet de budget de la défense du Japon a été fixé à un montant record de 3,04 billions de yens, environ 58 milliards de dollars américains, pour l'exercice 2026, ont rapporté vendredi les médias locaux. L'Allemagne et l'Italie ont toutes deux réfléchi à la Seconde Guerre mondiale. Le Japon dispose désormais de l'article 9 de sa constitution qui interdit clairement la guerre et proscrit l'envoi de troupes à l'étranger. Par conséquent, la diète et l'État japonais doivent être strictement liés par la constitution. L'augmentation constante des dépenses du Japon non seulement prive la population de ressources essentielles à son bien-être, mais constitue également une préparation à la guerre. Nous n'en voulons pas. Je suis profondément attristé par les troubles que les propos de Takaichi ont causés au peuple chinois. J'espère néanmoins que l'amitié entre nos deux peuples pourra être préservée. Si le gouvernement japonais incite sa population à s'opposer à la Chine et à la critiquer, il s'engage véritablement sur la voie de la guerre. Alors que les États-Unis ont intensifié leur pression sur le Venezuela en interceptant un 3e pétrolier sanctionné en moins de 2 semaines, les opérations pétrolières port raffinerie continuent au Venezuela, à l'exemple de Puerto Cabello, un important port dans le pays. Amel Amezian-Zitoune. À Puerto Cabello, le plus grand port commercial du Venezuela, les opérations de raffinage se poursuivent normalement, et ce malgré le blocus américain qui renferme le pays. Plusieurs pétroliers dispersés dans les eaux environnantes en attente d'entrée ou de sortie du port, dont un navire positionné près du rivage. De la fumée s'échappe d'une cheminée d'une raffinerie côtière, signe d'une activité en cours. Les habitants du quartier indiquent que les activités de la raffinerie n'ont pas été interrompues. Bien que les répercussions s'accentuent, les gens ici ne ressentent pas de pression ou de peurs énormes. Tout est normal, pour l'instant, tout est normal.
Le blocus a rendu la situation plus difficile, mais nous ne reculerons pas et continuerons à travailler. Je connais des gens qui travaillent dans des entreprises produisant des dérivés du pétrole, notamment du PVC. Les restrictions actuelles ont rendu plus difficile l'approvisionnement en certaines matières premières pour ces entreprises, mais leurs activités restent stables car elles recherchent activement des sources d'approvisionnement alternatives. Situé sur la côte caraïbe du Venezuela, Puerto Cabello représente plus de 60% du trafic portuaire public du pays. Il constitue également une plaque tournante essentielle pour le stockage, le transport et l'exportation du pétrole vénézuélien. Les plus grands atouts du Venezuela résident dans ses travailleurs du secteur pétrolier et sa capacité de production. Nous avons déjà prouvé notre capacité à surmonter toutes sortes de difficultés extrêmes, y compris les défis technologiques. Pour rappel, depuis plusieurs semaines, Washington a déployé un dispositif militaire important dans les Caraïbes et mis en place des mesures de contrôle naval visant des pétroliers vénézuéliens. Et enfin, un mot de football avec la CAN 2025 qui se poursuit et l'Algérie qui affronte dans quelques instants les étalons du Burkina Faso. L'enjeu, une place en 8e de finale et la tête du groupe E. Retour en détail sur ce match lors de nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.